Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif avec l'artiste plasticien malien Ismaël Diabaté, qui expose actuellement à la galerie H Galerie sous le thème L'aîné d'énergie. Maître Diabaté, bonjour. Oui, bonjour Zakaria. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire votre retour en faisant une exposition ici à H Galerie qui vous a accueilli à bras ouverts. Pourquoi l'aîné d'énergie? Bon, d'abord, le retour, je dois saluer d'abord la perspicacité du patron de H Galerie, Cheikh Omar Aïdara, parce qu'il m'a poussé dans mes derniers retranchements pour que je revienne. J'avais décroché, pas pour autre chose, parce que à mon âge, c'est pas évident. Bon, mais il a dit non, il faut que je revienne. D'abord, j'ai dit bon, ok, je peux revenir. Je reviens parce que nous sommes dans une période aujourd'hui où il y a beaucoup de semblants. On ne va pas au fond des choses encore. Et une des raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le titre de l'expo l'indique, les nœuds d'énergie. Je suis revenu avec les nœuds d'énergie pour proposer une piste d'investigation pour les jeunes. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est qu'il faut, en cette période où on parle beaucoup de refondation, éviter qu'on aille s'égarer encore dans des voies qui ne conduisent qu'à une impasse. Après la reconquête militaire du pays, la souveraineté, la première pierre d'une bonne refondation, c'est la culture. Je sais qu'à Kabodo, Haklima quoi. Mais si on rate ce tournant-là, il n'y a plus d'espoir. Parce que la refondation, j'entends des gens dire que quand la culture est kankono. Bon, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, il faut définir la culture, c'est quoi. C'est que la culture qui fait fitini le mime kangono. Or, quand la langue fait partie de la culture, quand la culture kono. Non, ce n'est pas le contraire. Parce que la culture a un champ beaucoup plus vaste. Nico quand la créativité artistique, au fond, culture kono, mais créativité au cambo au beke kangono chugodi. C'est quelque chose qui, chaque artiste représente une petite partie de créativité, chaque génération représente une petite partie de créativité, et chacun ajoute sa pierre à l'eau. Bon, c'est pas facile. La culture, c'est l'ensemble du comportement humain. Ce que tu dis, ce que tu manges, les relations sociales, ce que vous portez, ce que vous mangez, la culture, c'est beaucoup de choses. Alors, bon, donc, en cette période de refondation, il faut qu'on revienne à notre culture, revenir à la culture. Donc, après les utopies, après les mythes, après les opportunismes, moi je pense que la refondation maintenant doit se faire sur une base sérieuse, qui n'est pas le blablabla de beaucoup de gens qui parlent de culture. Tout le monde est devenu spécialiste de la culture. Bon, nous, on n'a fait que ça, toute notre vie. Nous savons comment ça se passe. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Mais on ne les entend plus. On ne les entend pas.
Aujourd'hui, on voit des gens monter sur la scène, parler de la culture, et on se rend compte que franchement, ils n'en savent pas grand-chose. Alors c'est dangereux, parce que vous risquez de lancer le pays sur une fausse piste. Et là, c'est tout le combat que nous allons faire, nous sommes en train de faire pour la souveraineté, sera réduit à néant si nous faisons une fausse piste de refondation culturelle. Ça, c'est... Bon, donc moi je suis venu, je me suis intéressé à notre culture, je n'ai fait que ça toute ma vie. Donc les nœuds, beaucoup de gens, comme vous l'avez vu même au vernissage, quand les gens voient ce que j'ai fait, il y a des gens qui pensent que Bassiou Dedo, Bolou Dedo, parce que c'est toujours entouré d'une péjorativité, parce que les gens n'ont pas compris. Parce qu'en Lonia Kononana, Lonia te dit Bemati. Lonia dit Ana, dit Benate Mesera de Do. Il va faire qu'en Lonia Osoro, il va te Mesera do de fait pour qu'il y ait do Osoro. Bon, beaucoup de gens, par ignorance, parce que peut-être par ignorance, peut-être parce que par mauvaise foi parfois, pensent que nous sommes Boloudi. Alors que traditionnellement, c'est que la réflexion de chez nous, nous sommes arrivés. Quand tu prends la cosmogonie Dogon, quand tu prends le Komo, les 266 signes sacrés du Komo, quand tu étudies la philosophie du Komo, la philosophie. Non, nos anciens avaient atteint l'étoile Sirius avait été découverte par les Dogon bien avant que les Blancs n'arrivent ici. Donc, c'est des réflexions profondes. Quand ils faisaient un truc comme ça, Bassini, ils ne l'adoraient pas. Ils avaient compris, les anciens avaient compris que c'est l'énergie qui fait fonctionner l'univers. Et l'énergie, il y en a partout. Donc, ils ont essayé de créer des instruments qui leur permettent de capter cette énergie cosmique et de la mettre à leur service, pour qu'ils leur rendent service. Et ils donnent quelque chose à leur fabrication et ils lui demandent de lui rendre service à son tour. C'est aussi simple que ça. Mais bon, on n'a pas le temps de développer ça profondément. Mais je voulais, parce que je vois que ça va un peu dans tous les sens culturellement, je voulais faire une proposition. Attention, revenir à nos traditions, revenir à ce que nous sommes. Il y a des voies à suivre, il y a des choses à savoir. Sinon, on va aller sur du superficiel et, comme je l'ai déjà dit, tout le combat que Assimi est en train de faire maintenant pour la récupération de notre souveraineté ne serait rien, parce que le peuple malien est un peuple particulier dans le monde, comme tous les autres peuples. Quand on dit c'est un peuple particulier, ça veut dire que nous avons des us, des coutumes, des façons d'être qu'on ne trouve qu'au Mali. Culturellement, on a des choses, il faut venir au Mali pour avoir ça. Sinon, un seul exemple que tout le monde peut savoir, il n'y a qu'au Mali qu'on a eu des gens comme Batroussé Kouyaté, que Dieu ait pitié de son homme, Fassidiki Diabaté, que Dieu ait pitié de son homme. Voici des plus grands choraïstes du monde. D'abord, la Kora, c'est une création mandingue. Donc, ça, ailleurs, il y a d'autres instruments qui peuvent peut-être faire le même son. Mais la Kora, en tant que telle, est une propriété de notre culture. Ça, c'est ça jusqu'à aujourd'hui, ces choraïstes sont des gens qu'on n'a pas encore remplacés. Il y a beaucoup de gens qui jouent de la kora.
Et au passage, je rends hommage à mon jeune frère Toumani Diabaté, qui est une virtuose de la kora aussi. Mais quand tu vois le son de la kora de son père et de Bator Sékou Kouyaté, c'est pas la même chose. Il a ajouté quelque chose d'autre, mais ce que eux, les vieux ont fait, ça demeure inégalé jusqu'à présent. Bon, donc revenir à nos fondamentaux, c'est d'abord savoir qu'est-ce qui constitue ces fondamentaux-là. C'est quoi? Sur quoi nous pouvons nous baser pour avancer? Est-ce qu'il s'agit de revenir à faire des bolis? Non, c'est pas ça. Mais l'esprit, une fois j'ai dit à Cheikh, j'ai dit que l'exemple que je peux donner, c'est que c'est la statuaire africaine. L'Afrique s'est beaucoup exprimée à travers la statuaire, surtout la statuaire sur bois. Mais la statuaire est morte. La statuaire traditionnelle est morte parce que la question que beaucoup de gens se posent, c'est de se dire, quand l'Europe a dit on va vous rendre, d'abord ce n'est pas toute l'Europe qui l'a dit, mais la statuaire africaine traditionnelle se trouve dans tous les pays européens. Tous les pays européens où je suis allé, il y a des musées, des grandes salles de collection de la statuaire traditionnelle africaine. En Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, partout, aux États-Unis. Bon, la question que moi je voulais que les gens se posent, c'est pourquoi ils ont collectionné ces œuvres-là? D'abord, pas artistiquement, parce que ces statuettes, par leur style et par leur exécution, ne correspondent en rien artistiquement au goût européen. Il y a une autre raison pour laquelle ils ont collectionné ces œuvres-là. Et c'est ça le plus important pour moi. Si nous ne savons pas pourquoi ils ont fait ça, c'est difficile après. La statuaire africaine est morte et son esprit est mort. Donc, si son esprit est mort, vous ne pouvez pas essayer de refaire l'art traditionnel africain avec l'esprit de quelque chose qui est mort. Donc, pour moi, il y a d'autres voies à suivre, à explorer. Et la question que tu as posée, pourquoi je suis revenu? Je suis revenu parce que je crois que c'est une démarche particulière. Et je suis revenu aussi parce que je fais, comme on a pu le constater, je pratique une technique traditionnelle, le bourrelan. Je l'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Donc, je me suis créé mon style. Il n'est ni plus ni moins que les autres. On va revenir à la technique. Maintenant, vous prônez pour un retour à nos fondamentaux. Et est-ce que parler du retour à nos fondamentaux supposerait de laisser derrière nous ce que nous sommes en train d'emprunter actuellement et qui nous induit peut-être en erreur, ou bien vous préconisez une jonction entre ce que nous sommes, ce dans quoi nous sommes actuellement, c'est-à-dire la modernité que nous sommes en train d'adapter, et en même temps nos fondamentaux. C'est quoi la modernité? C'est quoi la modernité? Il faut se méfier des mots. Parce que quand on dit modernité, ça veut dire qu'il y a ancien. Mais la modernité, c'est rien d'autre que le temps que nous sommes en train de vivre. C'est ça la modernité. Il n'y a pas de sujet, de mots tabous. Il ne faut pas en faire des fétiches comme ça. La modernité, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, ici et ailleurs, c'est ça la modernité. Donc, une fois il y a des gens, des critiques d'art qui ont dit à certains artistes africains, non, c'est pas la peine de faire tu fais pas de l'art africain, tu fais de l'art tout court. Tu t'exprimes simplement et c'est tout.
Alors, j'ai eu l'habitude de répondre que moi aussi je m'exprime simplement, mais je n'ai pas l'impression que je m'adresse à des extraterrestres. Moi aussi je m'adresse à l'humain. Mais je ne le fais pas comme eux ils souhaiteraient qu'on le fasse. Je fais ce qui est ma propre conviction. On peut aimer, on peut critiquer, on peut ne pas aimer. Ça, c'est pas important. L'important, c'est ce que moi, en tant qu'artiste, j'exprime. Et il y a des théories d'art qui sont très trompeuses. En musique, par exemple, à un moment donné, on a embarqué tous les musiciens africains du moment dans ce qu'ils ont appelé la world music. Il n'y a pas de world music, c'est une escroquerie intellectuelle. Aucune musique n'appartient au monde. Non, non, non. Chaque musique a sa particularité. C'est toujours le fruit d'une particularité. Maintenant, techniquement, cette particularité peut s'élever à un niveau très haut, comme dans les autres cultures. Mais dire que si tu fais ça, ça va être la world music, c'est une escroquerie intellectuelle. Donc, il faut se méfier de tout ça. J'ai dit, il y a beaucoup de mimétisme, et il y a beaucoup d'opportunisme. On voit des gens qui, aujourd'hui, parlent des langues, de la culture, des gens qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Dès qu'on fait une commission, il y a plein de gens qui s'engouffrent dedans. Oui, nous, la culture, tout le monde est devenu spécialiste de la culture. Et c'est de ça que je mets en garde. Faites attention. Parce que on risque de prendre l'ombre de la connaissance pour la connaissance elle-même. Et il y a beaucoup de gens qui vous proposent l'ombre de la connaissance. Et ce qui n'est pas pareil, ce n'est pas du tout la même chose que la connaissance elle-même. Alors donc moi, je cherche juste à tirer la sonnette d'alarme pour qu'on sache que il y a des choses bien qui se font, mais tout n'est pas bon. Ça, je le dis, je le maintiens. Tout ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Surtout culturellement, il y a beaucoup d'erreurs. Mettons, à part les mimétismes, les mythes, les faux semblants, avec ça, on ne peut pas aller loin. Voilà. Alors, au cours de cette exposition, vous avez plusieurs séries qui sont exposées. Il y a notamment la série de la foule, il y a la série des idéogrammes, et en même temps les lignes d'énergie qui sont même à l'actualité actuellement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces techniques-là, de ces trois techniques que vous explorez, surtout? Oui, moi, du début jusqu'à maintenant, je suis une ligne. Vous avez parlé du Borlan, des idéogrammes, des nœuds d'énergie. Je rappelle que tout ça, le Borlan, c'est notre génie créateur qui l'a inventé. Les signes sacrés, c'est encore notre société qui a produit ça. Les idéogrammes, Dogon et autres, c'est encore notre peuple. Ainsi que les nœuds d'énergie. Même en voyant les nœuds d'énergie, vous pouvez dire je ne comprends pas, mais ça ne vous est pas étranger. Alors moi je cherche à aller au fond des choses pour prendre ce qu'il y a de fondamental dans ce qui se fait, pour ne pas aller... Il n'y a rien de solide qui peut se construire sur le superficiel, de solide qui passe le temps. Pour que ça passe le temps, bon, le Borlan, ceux qui l'ont inventé n'ont jamais imaginé qu'on pouvait faire une œuvre comme ça avec. Mais c'est eux qui l'ont inventé. Il s'agit justement que
chaque génération puisse apporter sa touche particulière à l'évolution de notre pays, à l'évolution de notre peuple. Il s'agit de ne pas abandonner une parcelle du génie créateur de notre peuple. Donc pour cela, on a besoin de réfléchir, d'aller au fond des choses, de savoir s'il se passe une chose comme ça, comment et pourquoi ça s'est passé, pour ne pas se tromper. Encore une fois, il ne faut pas qu'on prenne l'ombre de la chose pour la chose elle-même. Alors, les nœuds d'énergie dont on parle spécifiquement, au niveau de votre série nœuds d'énergie, nous voyons cet aspect énergie qui en sort. Au niveau des idéogrammes, nous voyons cet aspect énergie qui en sort. Au niveau de la foule également, nous voyons cet aspect énergie qui en sort. Et nous avons cette impression que toute votre vie artistique, elle est guidée par cette énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Bon, ça, je crois que j'ai déjà répondu à ça, parce que moi, je me suis dédié totalement, j'ai dédié ma vie à... J'ai choisi, c'est moi qui ai choisi d'être artiste. On ne me l'a pas imposé, personne ne me l'a imposé, j'ai choisi d'être artiste. Et j'ai choisi de consacrer ma vie à l'art. Bon, ça... Je crois que c'est ça qui explique un peu mon parcours. C'est ça qui explique un peu mon parcours. Et donc, moi, je n'ai pas choisi d'être... je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas physicien, je ne suis pas... Donc, moi, je suis artiste. Le fait que j'ai choisi d'être artiste, j'ai choisi de l'être pleinement. De vivre cet art-là entièrement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est pas mon problème à moi. C'est la postérité qui jugera ça. Mais moi, je dédie ma vie entière à l'art et je crois que c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Et donc, c'est simplement ça. Et qu'est-ce qui fait votre particularité dans ce milieu? Parce que d'autant plus qu'il y a plusieurs artistes qui explorent le Bogolan, explorent d'autres choses, même l'aîné. Mais selon vous-même, qu'est-ce qui fait votre particularité dans ce domaine-là? Bon, je crois que ça se répond. Franchement, vous avez vu beaucoup de Bogolan. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui fait le Bogolan comme ça? Bon. C'est ce que j'ai dit. J'essaie d'être moi-même à travers ce que je fais. Je ne porte pas le jugement de valeur. C'est bien ou c'est pas bien ce que les autres font. Non, c'est pas ça. Quand moi je fais ça, même si je ne signe pas, on sait que ça c'est Ismaël. Bon, j'ai essayé dans mon travail d'artiste d'être sincère avec moi-même. Et dans tout ce que je fais, les signes sacrés Bamana, c'est la même chose. Beaucoup de gens connaissent ces signes-là. Moi, je n'ai pas inventé ces signes. Il y a beaucoup d'anthropologues, d'ethnologues qui ont écrit sur les signes sacrés Bamana. Mais les introduire dans les arts plastiques modernes, contemporains au Mali, bon, je pense que je suis parmi les pionniers. Bon, et ma longévité a fait que mon parcours est séquentiel. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est bien, ce n'est ni plus ni moins bien que les autres. Chacun a son parcours, chacun a son style, chacun a sa personnalité. J'ai ma personnalité aussi. Et je crois que peut-être c'est ça qui fait ma particularité aussi. Alors, nous avons actuellement une nouvelle génération d'artistes peintres au Mali qui eux aussi s'expriment à travers des techniques différentes. Il y a certains qui sont influencés par d'autres artistes, et d'autres sont inspirés par telle autre technique, etc. Mais quel est votre conseil à l'endroit de ces jeunes-là?
Bon, d'abord, je ne donne conseil que quand on me demande. Donc, comme les gens qui viennent me voir, s'ils me demandent un conseil, je donnerai ce conseil-là. Mais je ne donnerai pas un conseil pour tous les jeunes artistes. Comme je l'ai dit, moi, je vis de mon temps. Quand j'ai commencé, j'ai dit, je faisais du dessin figuratif parce que c'est ce qui correspondait à ce que mon entourage pouvait accéder à ça. Et puis, les choses ont changé aujourd'hui. Je n'ai pas de conseil particulier à donner à des jeunes artistes, sauf que, et même ce que moi je considère comme indispensable, c'est la sincérité avec soi-même. C'est peut-être plus valable, ça, ce n'est même plus valable peut-être pour les jeunes générations. J'ai vécu mon temps, je connais mon temps, mais je ne sais pas les motivations des jeunes qui font de l'art aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui, contrairement à nous, par exemple, nous, pour faire connaître notre travail, il fallait qu'on fasse une exposition. Mais il y a plein de jeunes aujourd'hui qui vendent leurs tableaux à travers en ligne. Moi, je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas de mon temps. Et ils n'ont pas besoin d'exposer. Beaucoup de Maliens ne les connaissent même pas. Mais ils vendent beaucoup. Ils sont beaucoup plus riches. De mon temps, quand je faisais un dessin et que je dis ça coûte 15 000 francs ou 30 000 francs, on dit, mais tu es fou, 30 000 francs pour un dessin. Bon, aujourd'hui, les jeunes vendent à 500 000 minimum, 1 million, 2 millions, 10 millions. Donc ce n'est plus la même chose. Voilà, donc c'est pour ça que je ne me permettrai pas de dire aux jeunes, faites ça ou allez dans ça. Chacun vit son temps. Le mien, tu vois, quand j'ai fait cette œuvre-là, mon ami m'a proposé de vendre ça à 7 millions. J'ai dit non, je suis fou, tu es fou. Moi, je ne peux pas concevoir ça. Parce que nous, on est d'une période où la vie est beaucoup plus difficile. Donc, non, il n'y a pas de problème. Je ne me permettrai pas de donner des conseils aux jeunes. Maintenant, en tant que doyen, si quelqu'un vient me poser une question précise par rapport à son travail, le conseil que je peux lui donner, je lui donnerai ça. Alors, vous avez vécu votre temps, vous avez eu à collaborer avec plein d'autres artistes et vous connaissez aujourd'hui la jeune génération qui évolue dans ce milieu. Et quelle peut être votre vision globale de l'art contemporain aujourd'hui? Bon, ma vision, c'est, je garde ma vision du début. Mon ami Chris Sedou disait, paix à son âme, si nous voulons participer à l'évolution de la culture mondiale, il faut que nous le fassions avec nos formes et nos couleurs. C'est la même chose que je dirais aujourd'hui. Ma vision, il y a une singularité dans notre démarche et nous devons faire attention à ça. Le monde aujourd'hui a évolué, ce n'est plus comme avant. Bon, mais ça n'empêche pas que les jeunes maintenant vivent leur temps et s'insèrent dans cette évolution-là. Mais encore une fois, comme je dis, cette évolution, elle doit se faire à partir de nos particularismes, de nos particularités. Sans ça, pour moi, peut-être que j'ai tort, hein, mais c'est ma conviction. Il faut que notre singularité puisse se mettre. Est-ce à dire qu'il ne faut pas faire autre chose? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire si nous devons faire autre chose, nous devons le faire avec le soubassement de cette particularité-là. C'est ce qui va donner un cachet particulier dans le monde à ce que nous faisons. Quand
ça c'est trop long à déployer, mais des gens se sont inscrits dans une sorte de mouvement mondial et puis on a vu comment c'est arrivé. C'est exactement comme la world music dont on ne parle plus. Pourtant, il y a toujours des musiciens. Voilà, donc, non, je reste sur ma première conviction. Il faut partir de nos particularités. Alors, il faut qu'on ait une certaine particularité. Et alors, votre exposition que voici aujourd'hui, on peut estimer que vous avez connu plusieurs expositions sur le plan national que international. Mais quelle est la particularité de cette exposition précisément par rapport aux autres expositions? Est-ce que votre impression, il est comment votre impression en ce qui concerne cette exposition-là? Est-ce que vous avez senti qu'il y a de plus en plus de l'intérêt au niveau de l'art maintenant qu'avant? C'est difficile à dire. C'est difficile. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est le public qui peut répondre à cette question. Comme je l'ai dit, de 68 à maintenant, il y a beaucoup d'eau qui ont passé sous les ponts. Cette particularité, je ne cherche pas à... Moi, je ne me pose pas la question si celle-là est meilleure ou à d'autres ou pas. Cette appréciation appartient à ceux qui visitent les expositions. Bon, je ne suis pas un artiste de galerie en général. H Galerie, c'est une... en général, c'est au Mali que j'expose dans les galeries. Sinon, la plupart du temps, tout mon parcours, je l'ai fait en exposant dans des espaces qui ne sont pas des professionnels, mais qui permettent à l'artiste, aux humains qui sont autour de l'exposition, d'échanger. Parce que je rappelle qu'au moment où nous on commençait, quand on disait qu'en Afrique il y a de belles choses qui se font, ailleurs on se posait la question, ça existe ça aussi? Pour eux, rien de bon ne peut venir de l'Afrique. Bon, nous avons travaillé dans une philosophie, une idée comme ça à travers le monde. Est-ce que ça existe ça aussi? Oui, ça existe. En Afrique, il y a de belles choses. Notre rôle a été d'aller dans le monde entier, porter ce que nous faisons et montrer qu'en Afrique, il y a des choses qui se font et il y a de belles choses aussi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'il y a eu une période où le pessimisme général par rapport à l'Afrique était que rien de bon ne peut venir de l'Afrique. Alors, nous avons travaillé dans un contexte comme ça. On a travaillé dans un contexte comme ça. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, nous nous sommes battus contre ça. C'est pour ça que moi, la plupart des expositions à l'extérieur que j'ai faites, c'est soit à travers des associations, soit à travers des regroupements, des gens qui viennent voir ce que je fais, qui se disent « Ah oui, mais ça, ce que vous faites là, c'est bien. Est-ce que vous pouvez venir dans notre pays ?» Et c'est eux. Moi, je n'ai jamais payé de billet pour aller à l'extérieur. Ce sont des gens de bonne volonté qui viennent. Quand ils voient mon travail, ça mérite d'être vu chez nous. Ils payent le billet, ils payent le séjour et j'y vais. Mais je ne vais pas dans une galerie. D'abord pour ça, parce que c'est le rapport humain qui m'intéressait. Changer ce pessimisme, cette idée péjorative que les gens avaient de l'Afrique, changer cela, c'était un de mes objectifs. Et quand j'exposais, les gens disaient « Ah oui, c'est bien ça. Ça se fait en Afrique. Vous vivez en Afrique? Oui, je vis en Afrique. En Afrique aussi, on peut faire de belles choses. » En Afrique aussi, on peut faire de belles choses. Alors, nous allons faire une petite visite de l'exposition.
pour voir quelques-unes de vos analyses sur certaines œuvres. Ça marche? Ah oui. Nous sommes devant une de vos œuvres, intitulée Tafo, dimension 70 cm sur 90 cm, technique acrylique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette œuvre-là? Quels sont ces matériaux qui figurent dans ces tableaux-là? Et les couleurs, la jonction des couleurs, pourquoi telle couleur à la place de l'autre? Et pourquoi les nœuds de l'autre côté au lieu que ça soit au milieu, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces tableaux-là? Oui, d'accord. Bon, d'abord, je voulais vous poser la question à vous aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous n'avez jamais vu au Mali? J'ai tout vu. Tout ce qui est dans ces tableaux, je l'ai vu. Oui. Vous avez tout vu, mais peut-être vous ne connaissiez pas le sens de tout ça. Alors, les nœuds d'énergie, par exemple, il y a les cornes. Quand un animal veut vous agresser, c'est avec les cornes. Qui a des cornes, un animal qui a des cornes, c'est avec les cornes qu'il doit vous agresser. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie dans ça. Bon, donc moi je l'ai intitulé Tafo parce qu'il y a beaucoup de nœuds faits avec un fil en coton. D'abord, le coton, c'est une matière de noblesse. Mais pour résumer le tout, et pour celui-là et tous les autres, tout le monde connaît des cocos, ko daji de Tafo Kefuraï, ko note ko komonjo, ko kachani wakelinye, komonjo kuru mbe jola, jigebe mnani jomi, ko kuru mbola, ko kachani wakelinye, ko me ko te dorenya jigeminako. Alors que là, à un moment donné, j'avais même intitulé un tableau Tafo, la parole attachée. Parce que c'est comme si on attachait la parole. C'est bien ou c'est pas bien, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Moi, je ne juge pas ça. Je dis, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il faut chercher à savoir pourquoi. Il faut chercher à savoir pourquoi. Est-ce que ça a servi? Ça, c'est autre chose. Mais le fait est que Tafo Yodi, les nœuds, la parole est énergie. Oui, Tafo, c'est le même esprit que Tafo. Mais quand tu vois ces traits-là, oui, beaucoup de gens regardent, mais ils ne font pas attention à ça. Bon, je n'ai pas voulu prendre une figure précise de la géomancie, mais ça rappelle un peu ça. Hein, parce que je ne suis pas géomancien, je connais. Nyamaba Fanana, quoi. Bon, Mounoumounou, dans toutes les cultures du monde, Mounoumounou, c'est l'énergie qui tourne. Hein? Même quand vous allez dans le cosmos, les étoiles qui commencent à vivre, on voit que ça tourne. Mounoumounou, dans toutes les cultures, c'est l'énergie en mouvement. C'est l'énergie en mouvement. Et bon, associé à la cotonnade simple, Mounoumounou, il fallait circuler. Au départ, ce travail s'inspire du Bourlan traditionnel. Le Bourlan traditionnel, c'est blanc sur fond noir. Donc les motifs, c'est à peu près la même chose, sauf que là, il n'y a pas de motif traditionnel en tant que tel. Je me suis inspiré des motifs traditionnels pour recréer d'autres motifs.
C'est le fondement de ce travail-là, avec les idéogrammes Dogon. Il y a un graphisme national. Chez les Dogon, tu as un graphisme. Chez les Peuls de Mopti, avec les Kassa, tu as un graphisme particulier. Tu as les signes sacrés Bamana qui sont là, qu'on ne trouve qu'au Mali. Ça, ce sont des créations je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une culture très diversifiée et très originale. En cherchant, on peut voir. D'abord, ce que je souhaite que les gens regardent d'abord, c'est quand vous vous asseyez et que vous regardez chaque tête là, vous verrez qu'il n'y a pas deux têtes pareilles. Et si vous regardez longuement chaque tête, vous y découvrirez énormément de choses. Et c'est la même chose pour les attitudes. Parfois, vous avez l'impression que la personne est de dos, parfois de profil, parfois, mais vous ne savez pas trop exactement c'est quoi. Et c'est ces différentes interrogations pour quelqu'un qui regarde qui fait la particularité de ce travail-là. Chaque tête est presque une histoire, raconte presque une histoire, mais à condition que vous preniez le temps de bien regarder. Il n'y a pas deux têtes pareilles. Et sur toutes les œuvres de foule, c'est exactement la même chose. Pour un non-initié, il a l'impression que c'est pareil. Mais quand vous regardez attentivement chaque œuvre, vous verrez que chaque silhouette est particulière, très particulière. Et moi-même, je ne peux pas refaire ça. Voilà, c'est ça la particularité de ce travail. Pourvu que les gens se donnent la peine de bien étudier, de bien regarder, et vous y découvrirez des choses qui vont vous surprendre. Ça se passe dans un contexte particulier, ce que Ismaël Diabaté avait été absent pendant un moment de la scène artistique. Et Ismaël Diabaté revient. Il revient, il choisit H4P pour son retour. C'est un sentiment de fierté et un grand honneur pour H4P d'abriter cette exposition. Je souhaite que le public ressente la même fierté que celle que j'ai eue à abriter cette expo, parce que c'est tellement rare comme événement et c'est tellement important dans le paysage artistique malien que je souhaiterais que chacun voit ce qu'il y a en ce moment à la galerie. Donc je souhaite que le maximum de gens puissent se déplacer pour venir voir ces œuvres-là. Aujourd'hui, dans le milieu artistique malien, est-ce que vous avez conscience que vous êtes une légende parmi tant d'autres? Non, franchement, je n'ai pas conscience de ça. Je ne cherche pas à être une légende. Je n'ai pas cherché à être une légende. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les autres qui jugent toujours. Mais je pense que le fait que j'ai eu la chance d'avoir une longévité qui m'a amené depuis 68 jusqu'à aujourd'hui à produire des œuvres de différentes périodes, etc., jusqu'à aujourd'hui. Plus ou moins, quand vous entrez dans ce milieu-là, vous entendrez parler d'Ismaël plus ou moins. Mais ça n'a rien d'extraordinaire.
Si je suis une légende, je pense peut-être c'est à cause de simplement ma longévité, sinon il n'y a pas d'autre raison. Ça a duré dans le temps. Bon, je ne suis ni plus ni moins que les autres. On peut estimer que c'est un travail qui s'est construit dans le temps. Oui, parce que comme j'ai dit, j'ai consacré ma vie à la peinture. Du début à maintenant, je n'ai pas fait autre chose. À l'art et à la culture de notre pays. Ce qui fait qu'on peut me retrouver, même quand beaucoup de gens me disent « Ouais, tu as abandonné la peinture pour l'Onco », ils n'ont pas compris. Moi, je suis un homme de culture, je m'intéresse à tous les aspects de la culture malienne. Le combat pour la langue, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter les faux semblants culturels. Le combat pour la langue, c'est important. Hein? Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans notre pays, ce sont nos langues que vous attendez, pas le français. Pas le français. Donc, on a essayé de nous faire croire que nous sommes un pays francophone, mais ce n'est pas vrai. Si tu vas au marché tout de suite, tu n'entendras pas parler de français. Voilà. Donc, nous ne sommes pas un pays francophone. Nous sommes un pays de Bambara, de Songhai, de Tamashek, de Peul, de Bobo, de Minyanka, de Senoufo, etc. De Kassonké, de Malinké, etc. C'est ça le Mali. Le Mali, ce n'est pas la francophonie, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper sous couvert de modernité, de modernisme, etc. Abandonner ce que tu es, ça, ce serait une des grosses erreurs. Or, parfois, on a tendance à aller vers ça. Il y en a qui nous disent « Oh, il faut être moderne ». Il faut être moderne. Être moderne, c'est quoi? C'est ça la question. Il faut leur poser la question. C'est quoi être moderne? Bon. Alors la question est posée, c'est quoi être moderne? C'est sur cette question que nous allons clore cette interview avec le grand maestro Ismaël Diabaté qui expose actuellement à H Gallery sous la thématique les nœuds d'énergie. Merci bien et à bientôt.